Notre invitée ce matin, Nathalie Kosciusko-Morizet, députée de l'Essonne, présidente du groupe Les Républicains au Conseil de Paris. Bonjour. Bonjour. On était en train de parler des invités. Hein. Je ne vais pas tout dire. Tout à l'heure j'y reviendrai. Tiens, tout à l'heure j'y reviendrai. Parce qu'un jour je me suis posé la question, si l'invité ne répond pas à mes questions, est-ce que j'arrête l'interview en cours de route? Ça ferait... Hein, ça fera un buzz, et je trouve ça pas mal. Ouais, c'est pas mal. Parce que c'est vrai que parfois ça énerve quand on entend des invités qui répondent à rien. Et finalement, une fois avoir un présentateur qui fait ça, ah oui, je trouve ça. Qui arrête et qui dit bon, on arrête l'interview parce que vous n'avez rien à dire. J'espère que vous avez beaucoup de choses à dire. Oui, on va essayer de pas faire ça ce matin. Bon, on va voir. Où est-ce qu'on en est avec la déchéance de nationalité? Je voudrais savoir, Nathalie Kosciusko-Morizet, expliquez-nous parce qu'on n'y comprend plus rien. Alors là, pardon, mais c'est à Hollande qu'il faut poser la question. Oui. Moi, je vais vous dire où j'en suis moi, où on en est nous. Oui. Moi, je suis contre ce texte. Je suis contre. Et vous voterez contre? Je suis contre cette révision constitutionnelle. Ça sert absolument à rien. Les Français ont d'autres priorités. Je vous dis pas qu'ils n'ont pas de priorité en matière de sécurité. Bien sûr qu'il y a une énorme priorité en matière de sécurité. Moi, j'ai voté tous les textes, y compris les textes proposés par François Hollande, qui allaient dans le sens d'un renforcement de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Mais pas ça. Pas la révision constitutionnelle, elle ne sert à rien. De l'aveu même de ces promoteurs qui disent c'est vrai qu'on n'a pas besoin de le mettre dans la Constitution, mais vous savez, c'est un symbole. Enfin, des choses de ce genre-là. Écoutez, la Constitution, ça ne se réforme pas sur un coin de table, juste pour faire un coup politique, juste pour faire de la tactique politique. Donc ça ne sert à rien. Moi, je trouve qu'il ne faut pas la voter. J'ajoute que c'est non seulement inutile, mais je pense que c'est dangereux. Parce que dans certaines versions du texte, il y a des symboles négatifs. Comme quand on fait la différence entre les binationaux et ceux qui n'ont qu'un passeport. Vous savez, quand que vous appelez les mononationaux. Oui, vous appelez comme vous voulez. Mais ceux qui ont un seul passeport, comme vous et moi, probablement, en tout cas comme moi. Oui, comme moi aussi. Ce que je veux dire, c'est que c'est un symbole négatif, pour moi, pour le même acte, pour le même crime, que de ne pas avoir la même peine. Pourquoi vous avez deux terroristes côte à côte? Pourquoi il y en a un sous prétexte qu'il a un seul passeport? Vous n'allez pas lui appliquer la même peine. Pourquoi est-ce qu'il est exempté de la peine de l'autre? Moi, je trouve que c'est un mauvais symbole que de faire comme ça deux catégories de Français. En tout cas, ce texte ne sert à rien. Il y a une quinzaine de jours, avec Patrick Devedjian, on a réuni un certain nombre de collègues. On était une vingtaine sur une tribune pour dire qu'on ne voterait pas la révision constitutionnelle. Vingtaine, députés, sénateurs, les Républicains. Députés, sénateurs et Républicains. Depuis le cercle, c'est largement Vous êtes combien élargi. aujourd'hui, vous pensez? On le saura le jour du vote, mais on a plus que triplé, je pense. Oui. Et le cercle s'est largement élargi parce que tout le monde se rend compte que ce truc. J'ai vu que François Fillon se rallie à votre position, Alain Juppé aussi. Enfin bon. Oui, mais parce que vous voyez, chacun après a des motifs différents, mais ce texte ne sert à rien. Je le redis, la Constitution, c'est pas n'importe quelle loi. Déjà, on dit qu'on n'aime pas faire des lois de circonstances et on a bien raison. Mais là, on fait de la Constitution de circonstances. On a besoin d'être fort, on a besoin de mobiliser nos énergies sur la lutte contre le terrorisme. Ce qui va défendre ce texte, c'est un symbole. Mais enfin, un symbole de quoi? C'est un symbole de notre volonté de lutter contre la barbarie, contre le terrorisme. Mais c'est un symbole de rien du tout. François Hollande, il a réussi à déchirer toute la classe nationale et à l'entraîner dans un débat de plusieurs semaines complètement inutile qui laisse les Français absolument pantois. Je veux dire, vous êtes comme moi et on écoute autour de nous. Enfin, est-ce qu'il y a un Français qui se passionne pour ce débat, pour la déchéance de nationalité? Non, vous avez vu la situation économique dans laquelle on est. Vous avez vu même la situation en termes de sécurité dans laquelle on est. Oui, il y a des inquiétudes. Mais personne ne pense raisonnablement que la déchéance de nationalité, ça va nous protéger de quoi que ce soit. Écoutez, Jean-Jacques Bourdin, aujourd'hui les terroristes, ils sont kamikazes. Vous pensez vraiment que la perspective de la déchéance de nationalité, c'est quelque chose qui va les bouger? Mais est-ce que vous demandez ce matin au gouvernement de retirer ce texte? Mais je le demande depuis plusieurs semaines. Je vous dis, on est tout un groupe de parlementaires. Vous demandez au gouvernement de retirer le texte? Oui, on est tout un groupe de parlementaires et on est de plus en plus nombreux. Et non seulement je lui demande, mais je lui conseille. Parce que je trouve que François Hollande s'est enferré dans une espèce de piège. Mais il n'est pas seul, pardon, Nicolas Sarkozy le soutient dans cette affaire. Écoutez, dans ce cas-là, c'est pas Nicolas Sarkozy qui peut le retirer. Non, mais d'accord. Oui, j'ai vu comme vous dans la presse, on a parlé d'un pacte de Versailles entre l'un et l'autre. Écoutez, moi le pacte de Versailles, je l'ai pas signé. Et on est beaucoup à pas l'avoir signé. Et je me sens pas engagé par ça. Je suis contre ce texte, je voterai contre s'il va jusqu'au Congrès, mais en attendant, je suggère fortement à François Hollande de le retirer. Je pense que c'est complètement à côté des priorités des Français. Anti-Hollande, anti-Sarkozy des deux côtés? Moi, j'ai déclaré mon opposition au texte, même bien avant que François Hollande reçoive Nicolas Sarkozy et qu'on nous dise que finalement, il va passer un accord sur ce sujet. Donc non, c'est pas lié à ce possible accord. Vous osez
compromettre la révision constitutionnelle. Vous osez vous opposer à Nicolas Sarkozy, à François Hollande. Vous osez vous opposer à l'unité nationale, contester l'unité nationale. J'ose pire que ça. J'ose dire ce que je pense. C'est une mesure souhaitée par l'opinion publique, non, Nathalie. Ça c'est pas vrai. Attendez, j'ose dire ce que je pense et défendre ce que je crois être l'intérêt général et l'intérêt des Français. Vous me dites que c'est une mesure souhaitée par l'opinion publique. Vous savez, quand on demande aux Français, il y a des terroristes, est-ce que vous voulez qu'on les enlève la nationalité, les allocs, tout le monde dit oui, bien sûr. Et puis après, quand on demande aux Français, il y a des terroristes, est-ce que vous voulez qu'on fasse une mesure qui sera différente suivant qu'ils sont binationales ou pas binationales? Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, d'une mesure comme l'indignité nationale, qui est celle, moi, que j'avais poussée au début, qui consisterait plutôt à leur retirer tous leurs droits sociaux, tous leurs droits civils, et qui pourrait être la même pour tout le monde? Eh bien, les Français, ils se retrouvent plutôt là-dessus. Vous savez bien comment c'est. Il y a des façons de poser la question. La vérité, c'est que les Français, aujourd'hui, je pense qu'ils en ont marre qu'on parle de ce sujet. Et regardez, nous, là, on est ensemble depuis 10 minutes, et depuis 10 minutes, on parle que de ça. On va parler d'autre chose. Non, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Ça n'est pas une critique à l'intérieur de l'intervieweur. Je sais qu'il ne faut pas faire ça. Mais enfin, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Non, mais Jean-Jacques Bourdin, je comprends. Le débat, il est légitime, c'est actuel, et nous-mêmes à l'Assemblée nationale, on y passe beaucoup de temps. Et vendredi, le débat sera à l'Assemblée nationale. Vous allez même aller à Versailles, peut-être. Vous vous rendez compte, ça va coûter une fortune. J'espère qu'on ne va pas aller à Versailles, parce que j'espère qu'on arrêtera les frais avant. Oui. Ben oui. Oui, on a autre chose à faire. Bien sûr qu'on a autre chose à faire. Ouais. Y compris, je leur dis, y compris en matière de lutte contre le terrorisme. Tiens, justement, 8250 personnes radicalisées en France sont des chiffres du ministère de l'Intérieur que publie ce matin Le Figaro. Oui, j'ai vu ces chiffres. Les chiffres qui ont doublé en un an. Oui, j'ai vu ces chiffres, mais je vais plus loin, je vais compléter. Moi, j'ai passé du temps dans les prisons ces derniers temps, avec les syndicats aussi de personnel pénitentiaire, et dans les prisons, c'est un problème qui va croissant. Dont on espère qu'il ne va pas aller explosant, il va croissant. Avec des dispositifs qui se mettent en place d'ailleurs pour essayer de faire face, pour essayer y compris de protéger les détenus non radicalisés de cette influence. Mais oui, c'est un phénomène qui va croissant, bien sûr. Là sont les vraies urgences. C'est pour ça que ce débat depuis des semaines sur la déchéance de nationalité, franchement, ça ferait rire, c'était pas si triste. Bien. Expulsion de plusieurs centaines de Roms, enfin ils étaient moins nombreux que prévu parce que certains étaient partis avant dans le 18e arrondissement de Paris. Alors énorme problème avec cette population qui est expulsée d'un bidonville puis qui va s'installer dans un autre quartier ou dans une banlieue, dans un autre bidonville que l'on retrouve dans cet autre bidonville. Nouvelle expulsion, enfin c'est un puits sans fin cette affaire. C'est un puits sans fin et on a envie de dire que faire semblant d'apporter une solution, c'est pas apporter une solution. Comprenez-moi bien, ces occupations de terrain, elles étaient illégales, donc à un moment, elles doivent donner lieu à expulsion. Mais d'expulsion en expulsion, on n'apporte pas de solution. Entre-temps, on les loge à l'hôtel, ça coûte de l'argent à la société. Bon, il est normal de prendre en charge aussi. Il y a des enfants qui sont scolarisés, on interrompt une scolarité. Alors, mais que faire, Nathalie? C'est comme pour les migrants. Je pense qu'il faut qu'on soit plus fort dans nos politiques, et quelle que soit la dimension. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit plus fort pour intégrer et même assimiler quand on a décidé, quand on pense que les personnes sont dans ce parcours-là. Et puis il faut qu'on soit plus fort aussi pour dire, écoutez, là, non. Vous ne correspondez pas aux critères, vous ne correspondez pas aux besoins, vous ne correspondez pas aussi à ce que la France peut faire aujourd'hui dans la situation dans laquelle elle est. Donc non, on ne vous garde pas. Et je pense que c'est en étant, si vous voulez, on oppose toujours les deux piliers, on oppose toujours ceux qui voudraient intégrer en quelque sorte tout le monde et ceux qui voudraient rejeter en quelque sorte tout le monde. Ça marche pas comme ça. Il faut être fort sur les deux dimensions. Il faut pouvoir dire clairement, pour les migrants, je reprends l'exemple des migrants, mais c'est pouvoir dire clairement, vous n'êtes pas éligible au droit d'asile, vous n'y serez jamais éligible, vous ne correspondez pas à nos critères, donc c'est non. Et à ce moment-là, on reconduit vraiment à la frontière. Et puis aux autres, proposer un vrai parcours d'intégration. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'on fait. On est faible dans les deux dimensions. Quand on prononce des reconduites à la frontière, en fait, on les exécute très très peu. Mais on est faible aussi dans la dimension d'intégration. On a des politiques qui sur ce sujet, sont moyennement actives, disons-le. Voilà, c'est sur les deux piliers qu'il faut se renforcer à la fois. C'est là quelle est la justice Nathalie et l'efficacité au passage. 8h46. Oui. Quelle est la question à laquelle vous ne voulez pas répondre? Alors c'est marrant, je réfléchis jamais de cette manière. Attendez, je suis sûr que vous avez quelque chose à la tête. Votre candidature à la primaire, oui, j'en étais sûr. Vous ne voulez pas y répondre, j'en étais certain. Eh ben, vous avez raison. J'ai raison. Vous avez raison. Vous y répondrez en mars. Oui. Là, j'ai raison aussi. Vous avez raison aussi.
C'est bien ça. Donc, en mars, vous aurez décidé. En mars, je D'être répondrai à cette candidate. question, bien sûr. Oui, d'être candidate, bien sûr. Bon, oui, parce que vous avez déjà tout préparé, Nathalie Kosciusko-Morizet. Vous avez l'air d'avoir des secrets que je ne me souviens pas de vous avoir confiés, Jean-Jacques Bourdin. On prend les paris ce matin? Non, mais je Bon, ne pas. Bon, allez, on oublie ça, parce que vous allez le perdre. Bien, Nathalie Kosciusko-Morizet, la politique, justement, oui. L'emploi, puisque finalement, c'est la préoccupation première, pas finalement, c'est la préoccupation première des Français. Je vois que les Républicains préparent une mesure concernant les fonctionnaires, supprimer l'emploi à vie des fonctionnaires. J'ai vu qu'Éric Woerth travaillait là-dessus. Vous êtes pour ça ou pas? Favorable? Moi, je suis pour la suppression du statut dans la fonction publique pour tous. C'est-à-dire que je pense que le statut n'est pas justifié pour tous. Oui. Il y a des professions, des métiers dans lesquels le statut est justifié. Quand vous êtes militaire, quand vous êtes dans les fonctions très régaliennes, le statut est justifié. Et puis, il y en a d'autres dans lesquels le statut n'est pas justifié. Moi, j'ai été ministre en charge d'un grand ministère dans lequel il y avait 60 000 fonctionnaires. Je considère qu'il y a une partie des compétences qui auraient très bien pu être mises en œuvre dans le cadre de contrats droit privé. Les informaticiens qui s'occupent non pas de systèmes très sécurisés, mais simplement de l'entretien. Il y a un certain nombre de fonctions comme ça, dont certaines d'ailleurs ont déjà été sous-traitées. Mais je pense que voilà, le statut a été élargi progressivement au fil du temps à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, travaillaient en lien avec le service public. Et je pense que c'est excessif. Comment on s'en sort ? D'abord, il faut dire clairement là où c'est justifié le statut et là où ça n'est plus. Et puis, il ne s'agit bien sûr pas de sortir du statut les personnes qui sont aujourd'hui, parce que bon, si vous voulez, voilà, elles ont signé un contrat, elles ont droit au respect de leur contrat. Il s'agit simplement, dans les nouvelles embauches, d'embaucher sous contrat droit privé. Un petit peu sur le modèle de ce qui s'est fait en Italie. Ce que je vous propose là, c'est quelque chose qui s'est fait assez récemment en Italie. Ils ont dit, voilà, il y a des fonctions, il y a des types de métiers pour lesquels il n'y a pas besoin d'avoir les protections particulières et les servitudes particulières qui sont celles du statut. Parce que le statut, on l'oublie trop souvent, on pense juste que c'est des droits, mais c'est aussi des devoirs particuliers. C'est droits et devoirs. Bon, il y a des fonctions pour lesquelles c'est justifié, il y en a d'autres pour lesquelles ça l'est pas. Et ça permettrait, je pense, de mettre un petit peu de respiration aussi, si vous voulez, dans tout ça, d'avoir des allers-retours avec le privé, enfin d'être un peu moins dans une logique de citadelle dans certaines administrations. Dites-moi, comment avez-vous accepté d'être sanctionné aux Républicains? Vous avez été sanctionné quand même, vous avez été plus ou moins débarqué. Ah bah oui, de la direction, oui, bien sûr. Oui, débarqué, oui. Comment l'avez-vous accepté, écoutez, reçu? Moi je pense que qu'un parti, ça doit être un lieu de rassemblement. Dans une certaine mesure. D'ailleurs, c'est comme ça qu'a été construit les Républicains. L'UMP, au début, c'était le rassemblement du RPR et du DF. Donc je pensais que c'était plutôt une bonne chose qu'il y ait différentes sensibilités qui puissent s'exprimer dans la direction. Et d'ailleurs, ça a été le cas pendant longtemps. Maintenant, un jour, j'ai compris qu'il était question d'avoir une direction plus monolithique. Bon, mais moi, je n'allais pas renoncer à mes convictions pour y rester. J'ai toujours dit... C'est vous qui êtes parti ou vous avez été viré? Non, j'ai été remerciée, comme on dit. J'ai été remerciée parce que j'avais choisi de tenir bon sur un certain nombre de convictions qui ont toujours été les miennes. Et c'est pas nouveau. Par exemple, moi, j'ai toujours été opposée au Nini. Je pense que le Nini, ni PS ni FN, est une erreur. Je pense qu'en plus, c'est un mensonge. Parce que la vérité, c'est quand on est devant le choix, voilà, on n'a plus de candidat au deuxième tour, il faut voter soit pour un PS, soit pour un FN. En fait, la plupart des cadres des Républicains choisiraient le PS. Donc, vous choisiriez le PS. Bien sûr, mais je le dis très clairement. Donc je pense que c'est non seulement une erreur, d'ailleurs politiquement ça ne marche pas, c'est inefficace. Et je pense que derrière il y a aussi un mensonge. Mais je l'ai dit quand j'étais ministre. J'ai même écrit un livre pour le dire. Et pendant longtemps, ça n'a pas posé de problème, y compris au sein de la direction. Alors pourquoi est-ce que ça en pose aujourd'hui au sein de la direction des Républicains? Écoutez, ça c'est la direction des Républicains qu'il faut poser la question. Moi je pense que c'est un avis. J'ai un avis, je vais vous le donner. Mais moi je pense que c'est un rétrécissement. C'est-à-dire, je pense que c'est finalement, moi j'ai toujours dit ça a été entendu, ça correspond à une sensibilité dans ma famille politique. Et puis un jour, on n'a plus voulu l'entendre, au moment même d'ailleurs, au moment des élections régionales, où les électeurs avaient fait la démonstration que c'était leur choix majoritaire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé aux élections régionales? Le parti a dit on est pour le Nini, ni PS ni FN. Et puis les électeurs auxquels la question était posée, dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, en PACA, ils ont dit non, nous notre position c'est pas le Nini, on préfère se mobiliser parce qu'en fait finalement on veut pas le FN. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc au moment où cette stratégie du Nini montrait toutes ses limites finalement,
Oui. Je pense Les que sarkozystes, la direction ne vous aiment pas s'homogénéisait beaucoup, de ce point de disent on la vue-là. voit beaucoup à Longjumeau maintenant. On voudrait la Comme tous les ans à l'occasion des vœux. Donc J'ai entendu c'est vraiment pas original. dire qu'on voulait vous virer La vérité, c'est qu'ils de la pas souvent présidence à du Longjumeau, groupe. les gens qui disent ça. Donc. De la présidence du groupe Les Républicains à Paris. Vous savez, Pareil qu'on veut vous virer. le groupe Les Républicains à Paris, Oui, c'est une association d'élus oui. qui sont les élus, les Républicains de Paris, qui sont des gens extrêmement autonomes. Et c'est la présidente du groupe qui vous le dit. Hein. Ah bon? Ah oui, D'accord. ils ont leur tempérament. Donc je ne pense pas qu'ils réagiront aux injonctions ni des uns ni des autres. Bon. Et puis ça fait longtemps, parce que c'est, vous voyez, c'est un peu une caractéristique des élus de Paris. Bon, dites-moi Nathalie Kosciusko, puisqu'on parle de Paris, parlons-en. 30 km/h dans la moitié de la ville, fin 2016, c'est ce que propose Anne Hidalgo, ça vous va? Bah, moi, surtout, Oui ou non? non, je trouve que c'est justifié. Ça peut être justifié de mener une politique, par exemple dans le cœur ville. Mais il faut, comment vous dire? D'abord, il faut que ce soit une politique qui soit concertée, pour moi, avec la petite couronne. C'est-à-dire que la politique de circulation et la politique de lutte contre la pollution, elle ne peut pas ne pas être concertée avec la petite couronne. Pourquoi? Parce que la pollution, elle ne s'arrête pas aux frontières du périphérique et les voitures non plus. Et je trouve que cette manière qu'a la ville aujourd'hui de dire, au moment où on fait le Grand Paris, de dire je vais continuer, je vais même accélérer sur le développement d'une politique complètement autonome voilà, de gestion de la circulation, c'est une erreur. Je prends l'exemple des voies sur berge. Bon, la ville prévoit l'été prochain, hein, ça se passe l'été prochain, je le dis pour tous nos auditeurs, l'été prochain, fermeture des voies rive droite. Vous me direz, c'est comme tous les étés avec Paris-Plage, sauf que là, ça va se continuer pour la rentrée. Fermeture des voies rive droite. Sur une grande distance, c'est-à-dire fermeture aussi des tunnels. Ce qui est idiot entre nous, parce que les tunnels, on ne va pas aller s'y promener. Je veux dire, penser qu'on va aller faire du patin à roulettes dans les tunnels, c'est vraiment la pire des utilisations des tunnels. Et ça se fait sans concertation avec personne, parce qu'il y a une fausse concertation l'été, c'était au mois d'août avec les Parisiens, sans concertation avec les villes de petite couronne. Mais vous savez, c'est complètement paradoxal, c'est afficher une forme de mépris de Paris pour sa banlieue que de fonctionner comme ça. Voilà, moi je trouve que la lutte contre la pollution, les questions de circulation, c'est des sujets qui doivent être concertés. Vous avez été ministre de l'Environnement, hein. Vous défendez l'air que l'on respire et la terre que l'on foule. Notre-Dame-des-Landes, vous construiriez cet aéroport ou pas? Franchement. Je vais vous dire, quand je suis arrivée au ministère, c'était au moment du Grenelle, Notre-Dame-des-Landes faisait partie de ce qu'on a appelé les coups partis. Il y avait une autoroute comme ça dans les Landes pour le coup, pas Notre-Dame-des-Landes qui n'est pas dans les Landes, hein, mais dans les Landes dans le sud-ouest. Il y avait un certain nombre de sujets dont on disait, voilà, là on considère que l'accord a été passé avec les élus locaux, et donc, puisque c'est décidé, il faut le faire. Donc il faut le faire. À partir du moment où l'accord a été passé, la décision de l'État a été prise, moi ça me choque que la décision de l'État ne soit pas respectée. Ça me choque que l'autorité ne soit pas respectée. Donc il faut expulser les paysans, les agriculteurs. Et c'est une décision qui dure depuis plusieurs années. Il faut maintenant les expulser puisque la justice l'a demandé. À partir du moment où c'est fait et où c'est lancé, oui, je pense que l'autorité de l'État aujourd'hui est bafouée. Maintenant, sur la question du dossier de fond, c'est vrai qu'à l'époque, vous aviez des voix pour dire écoutez, c'est très cher et finalement il y aurait d'autres manières de faire. C'était débattu, si vous voulez, comme sujet. Ne vous inquiétez pas, c'est un tweet. Vous savez que nos auditeurs ou nos téléspectateurs nous envoient des tweets pendant l'émission. Et là, j'ai le tweet de Tommy. Je n'apprécie pas Nathalie Kosciusko-Morizet, vous voyez, mais elle a raison. On s'en fout de la déchéance de nationalité. Bah écoutez, voilà, moi j'apprécie Tommy. Oui, bon. je vais aller voir tout de suite sur Twitter s'il écrit d'habitude en sortant, mais voilà. Bah écoutez, je suis d'accord avec lui, moi aussi. Bon, merci. 8h55, Nathalie Kosciusko-Morizet, notre invitée, RMC BFM TV.